Donc il s'agit de la 6e table ronde qui est liée à ce recensement de la peinture produite en France au XVIe siècle. C'est un programme qui a été commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Au début, on faisait des tables rondes pour la publication de tranches entières de notre travail, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était mieux de faire des tables rondes plus rapides, plus régulières. Enfin, c'est mieux, disons, pour l'avancée du travail, parce que ça nous booste, ça nous oblige. Et effectivement, c'est aussi ça nous dynamise en quelque sorte. Donc ce sont des rendez-vous un peu annuels. Il n'y en a pas eu l'an dernier, en 2025. Cette année, du coup, il y en aura 2. En principe, la prochaine table ronde a lieu le 3 novembre prochain. Et je pense d'ailleurs que Frédéric Elsig fera sa présentation sur les collections genevoises à cette occasion. Donc, ce qu'il y a d'un petit peu, justement, cette intervention que j'avais demandé à Frédéric Elsig sur la peinture française dans les collections genevoises, elle rentrait dans le cadre d'un élargissement d'une certaine façon du travail, dans la mesure où, à l'inverse d'un certain nombre de bases de données de l'INHA, ce recensement ne porte pas que sur ce qui est conservé sur le sol français. La plupart, à la différence du rétif ou du rétib, qui sont des bases dans le principe assez comparables, des bases de collection et de recensement de peinture. Donc c'est vraiment important de se souvenir qu'on prend les œuvres des tableaux, les tableaux des collections étrangères et pas seulement d'ailleurs des collections publiques. D'où l'idée de régulièrement faire des petites communications sur les richesses de tel ou tel pays. Le compagnonnage de que nous connaissons avec l'Université de Genève a fait que j'ai privilégié Genève au départ, mais par exemple Londres serait très intéressant aussi, parce qu'on va à la National Gallery de Londres, on ne pense pas du tout à la peinture française du XVIe siècle, parce qu'il y en a très peu de montrées, il y en a d'ailleurs peu dans les collections, mais ça existe. Et donc ça, c'était une des lignes que je voulais entamer. Manque de chance, aujourd'hui, Frédéric Elsig ne peut pas participer, mais comme je l'ai dit, ça n'est que partie remise. Une autre intervention, celle qui va avoir lieu tout de suite, est celle de Raphaël Villa, qui est lui aussi, qui enseigne lui aussi à l'Université de Genève, qui se spécialise plutôt sur le vitrail, mais il ne travaille pas que sur le vitrail français du XVIe siècle, et il va montrer que les expositions sont extrêmement importantes sont des laboratoires en fait de l'histoire de l'art. Et à la suite de l'exposition Geoffroy Dumonstier qui a eu lieu à Rouen à automne-hiver de 2024, dont nous avions d'ailleurs parlé lors de la dernière table ronde de 2024, il a travaillé et il a des propositions nouvelles à faire sur la relation de Geoffroy Dumonstier avec le monde du vitrail, qui était un aspect finalement peu mis en valeur, parce que c'est très difficile de montrer le vitrail, mais peu mis en valeur dans l'exposition à laquelle nous avons participer, et je vais d'ailleurs lui laisser la parole là maintenant très vite pour qu'il nous montre comment, avec un regard jeune et neuf et frais, on peut réaborder la question de Geoffroy Dumonstier et du vitrail en Normandie. Oui, c'est plus simple. Très bien. Alors,
Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Cécile Scailleret pour son invitation à cette table ronde. Je vais évoquer quelques résultats de mes recherches sur le vitrail produit en France au XVIe siècle et en particulier des propositions à paraître dans le bulletin de la Société d'histoire de l'art français. Mon article, encouragé par Dominique Cordelier, que je remercie chaleureusement, concerne Geoffroy du Monstier et la peinture sur verre rouennaise du milieu du XVIe siècle. Il fait suite à l'importante exposition de Rouen aux archives départementales de la Seine-Maritime de 2024 et à la découverte du tout aussi important ouvrage qui l'a accompagné, dirigé par Dominique Cordelier et Vincent Marotto. Ces textes m'ont permis de mieux saisir certaines interrogations que soulèvent mes recherches. C'est en particulier l'apport de Marie Groult, à qui l'on doit une nouvelle lecture, une nouvelle exploration des fonds d'archives rouennais, qui a éclairé d'un jour nouveau un cas particulièrement complexe que je vais vous présenter. Alors, en quelques mots avant cela, il faut rappeler que le rôle joué par Geoffroy du Monstier dans le domaine du vitrail a été traité par Françoise Perrault, Roselyne Bacou, Sylvie Béguin, Henri Zerner, Cécile Scailleret, qui ont permis de mettre en évidence son implication dans l'invention d'une partie des vitraux de la chapelle, du château et de l'église Saint-Axel d'Écouen. Michel Hérold a consolidé ses attributions dans le catalogue de l'exposition de 2024 et a cherché, sans le trouver, l'emplacement de l'hypothétique vitrail exécuté d'après le célèbre dessin du musée du Louvre attribué à Dumonstier. On doit également à Michel Hérold d'avoir rapproché de l'art de Dumonstier un rondel peint sur le verre d'une collection particulière dont je reparlerai très brièvement à la fin. Alors, afin d'évoquer le rôle joué par Dumonstier dans le domaine du vitrail à Rouen, où l'on sait qu'il se trouve autour de 1550, il faut vous présenter une personnalité en devenir. Donc, il s'agit de Robert Lecourt, un peintre verrier actif à Rouen de 1535 environ, sans doute un peu avant, jusqu'à sa mort qui a dû survenir entre 1549 et 1552. 1552, il est décédé. Ce peintre verrier, on le connaît de quelques contes de fabrique, mais surtout grâce à son livre de raison, recopié par son petit-fils Jean Lecourt au début du XVIIe siècle. D'ailleurs, dans un calepin qu'il commande à Genève, ce qui est quand même un hasard assez amusant pour moi. Donc, grâce aux travaux de Marie Groult, on sait maintenant que Geoffroy du Monstier a épousé à Rouen la veuve de Robert Lecourt, Catherine Sénat, en 1554. Les deux hommes appartenaient au même milieu, comme le prouve par ailleurs l'identité du parrain, du premier fils de Lecourt et Catherine Sénat, qui est le céramiste Maceo Abaken, dont on perçoit maintenant les relations professionnelles avec Dumonstier. Un quatrième individu appartient au même milieu, il s'agit de Guillaume Gauss ou Gann. Le nom est transcrit par Jean Lecourt, qu'il a peut-être mal lu et on ne le retrouve pas jusqu'à présent, en tout cas à ma connaissance, dans les archives rouennaises. Donc il s'agit du beau-frère de Robert Lecourt, mari d'une de ses deux sœurs, et il est lui-même peintre verrier et a été engagé comme assistant par Lecourt en 1538, pour une demi-année. On peut supposer qu'il a repris l'atelier de son beau-frère à la mort de celui-ci, puisque les enfants de Robert sont trop jeunes autour de 1550, et que Guillaume est toujours en vie en 1552, soit après la mort de Robert. Alors, selon moi, on peut identifier l'art de Robert Lecourt, car s'il n'a manifestement pas laissé d'œuvre signée, il a été payé en 1538 pour la réparation, le racoustrement d'une verrière de l'église Saint-Vincent de Rouen, église dont les vitraux se trouvent aujourd'hui, pour l'essentiel, à Sainte-Jeanne d'Arc de Rouen. Le vitrail en question est précisé dans les comptes de l'église. Il s'agit de la verrière placée au-dessus du revêtuaire. Or, cette verrière est identifiée depuis bien longtemps et correspond au martyr de Saint-Vincent. Donc, c'est une œuvre que l'on peut attribuer à l'activité de Richard le Vieil, un autre peintre verrier rouennais de la première moitié du XVIe siècle, et dont vous voyez les détails ici. Différentes réparations, on ne parlera pas de restauration, sont observables dans cette œuvre. Jean Lafon avait désigné des éléments de l'intervention qui a fait suite aux dommages du sac de Rouen de 1562. Mais on peut également remarquer des ajouts datables autour de 1540 qui semblent correspondre à la réparation de Robert Lecourt, et en particulier le visage que vous voyez au centre, qui est très différent de ceux peints par Richard le Vieil dans le reste de la verrière, comme vous le voyez à gauche. Or, la main qui a peint cette tête au centre, je la reconnais dans tout un groupe de vitraux exécutés
précisément entre 1535 et 1549, date de la dernière verrière datée avec certitude de ce groupe d'œuvres. Donc c'est une fourchette chronologique qui correspond à ce que l'on sait de Robert le Court. Et c'est d'autant plus intéressant que son petit-fils, dans des ajouts à son livre de raison, donc le Jean le Court, précise qu'au début du XVIIe siècle, des œuvres de Robert le Court pouvaient encore se voir à l'ancienne église abbatiale Saint-Ouen et dans l'église Saint-Patrice de Rouen, deux édifices où, effectivement, j'ai pu repérer des verrières du peintre verrier à qui on doit la restauration du martyre de Saint-Vincent. Là, vous en voyez des détails. Donc on ne peut pas être sûr que Jean le Court disposait d'informations exactes, mais il n'y a pas vraiment, en tout cas, de contradiction sur ce point. Et enfin, le même peintre verrier, hypothétiquement Robert le Court, a réalisé un vitrail pour l'église Saint-Nicolas le Painteur de Rouen, aujourd'hui partiellement conservée en Angleterre, à propos de laquelle un auteur du XVIIIe siècle nous informe qu'elle a été donnée par un peintre verrier de la paroisse s'appelant Thomas. Or, le père de Robert le Court s'appelait Thomasin, et il n'est pas impossible que son fils ait offert une verrière à la fabrique à la suite de son décès. Tout porte à croire, par ailleurs, que Thomasin était bien mort en 1535, à peu près au moment où a été faite cette verrière, puisqu'il n'est jamais mentionné ni dans le livre de raison de Robert, ni donc pour ses fiançailles, son mariage, le baptême de ses enfants, contrairement à la mère de Robert qui est encore en vie et qui est amplement mentionnée dans ses documents. Alors si je vous parle de ce peintre verrier, ce Robert le Court, hypothétiquement identifié, mais très succinctement, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur lui, c'est parce qu'on peut lui attribuer partiellement cette verrière que vous voyez à gauche, de l'église d'Isnoville. Peut-être qu'on dit Innoville, mais j'ai jamais entendu personne le dire en Normandie, donc s'il y a des Rouennais ici, vous me direz, qui se trouve à quelques kilomètres seulement au nord de Rouen. C'est une œuvre qui représente donc une prédication du Christ depuis un navire, entouré de plusieurs apôtres, face à une foule de fidèles. L'exécution de ce vitrail a été manifestement divisée. Les panneaux de la lancette de droite, dont vous voyez un détail à droite, sont l'œuvre de celui que je crois être Robert le Court, et ceux de la lancette de gauche, dont vous voyez un détail au centre, ont été peints par un tout autre peintre verrier. Quand on examine l'invention de cette verrière, je crois qu'on peut remarquer des liens assez forts avec l'art de Dumonstier. Ça se voit tant par l'accumulation et presque l'emboîtement des figures de la foule à droite, qui ont des postures assez complexes, contorsionnées, que dans la lancette de gauche, à la fois par cette figure repoussoir au premier plan, caractéristique en fait de Dumonstier, que dans le profil du Christ et dans sa gestuelle. Là, vous voyez une comparaison avec une feuille qui lui est attribuée de Dresde. Et si on s'approche, on peut même comparer en fait, assez clairement le tracé de la figure, toujours dans cette feuille, donnée à Dumonstier. Et on le retrouve aussi dans la disposition et même le dessin des deux apôtres placés derrière, qu'on peut comparer à son eau-forte de l'adoration des bergers, mais aussi à d'autres œuvres. En fait, à peu près tout évoque pour moi les eaux-fortes, des dessins et même des enluminures de Dumonstier dans cette œuvre, si bien que je crois qu'on peut se demander s'il a fourni le projet, voire des cartons à l'échelle, scrupuleusement suivis dans le cas du peintre de la lancette de gauche, mais beaucoup moins par le peintre qui a réalisé la lancette de droite et qui pourrait être donc ce Robert le Court. Alors, vous voyez que le vitrail porte la date de 1553, qui est donc postérieur à la mort de Robert le Court, et qui pourrait expliquer la différence de facture entre les deux lancettes. La date est dans la lancette de gauche. Mais malheureusement, elle n'est pas à son emplacement d'origine. On ne peut même pas être tout à fait certain qu'elle vient bien de ce vitrail, puisqu'il a été très fortement modifié. Donc on peut difficilement en tenir compte. Et on peut vraiment prouver qu'il y a eu des transformations importantes dans cette œuvre, puisque dans une autre baie de la même église, on trouve deux panneaux que vous voyez à gauche et qui proviennent en fait du même vitrail. Et vous en voyez un montage ici qui donne un peu une idée de la disposition d'origine, avec en fait une lancette centrale qui a été exécutée par le même artiste que la lancette de gauche. Donc qui a un trait beaucoup plus épais, beaucoup moins nerveux et détaillé que ce que l'on trouve dans l'artiste de la lancette de droite, c'est-à-dire celui que je pense être Dumonstier. Bon, tout ça pour dire qu'il est assez difficile de saisir pourquoi on peut observer deux exécutions si différentes dans ce vitrail. C'est quand même rare d'avoir deux distinctions aussi claires au sein d'une œuvre, même si évidemment on a envie, avec toutes les précautions d'usage, de voir l'intervention de Robert le Court à droite et puis potentiellement de son successeur Guillaume Gauss à gauche.
le tout hypothétiquement de Dumonstier. Bon, on en reparlera à la fin. On peut évoquer des évocations, peut-être un peu discrètes, plus discrètes, de l'art de Dumonstier dans des vitraux qui sont dans l'église de Houppeville, toujours légèrement au nord de Rouen, et qui conservent tout un groupe de verrières des années 1540, peut-être du début des années 1550. Dans la parenté de Sainte-Anne, on peut par exemple repérer ce type de figures aux bras croisés, aux doigts pointus, qui peuvent rappeler l'enluminure, comme la gravure de Dumonstier, marquée par les solutions de Rousseau. Et je me demande s'il n'en aura pas également de même dans la dormition qu'on trouve dans cette église, qui a subi malheureusement de nombreuses transformations, avec à nouveau des figures repoussoires et certaines gestuelles qui pourraient laisser penser qu'on a ici une réception plus discrète de l'art de Dumonstier autour de 1550. Et on a de nouveau ce même type de figure. Et dans ce cas, c'est d'autant plus intéressant que la dormition a été peinte, a priori, par le même auteur, le même peintre verrier, que celui de la lancette de gauche du vitrail d'Isnoville. Vous voyez ici donc une comparaison dans ce traitement avec des tracés qui sont assez épais, d'une grisaille complètement opaque et qui vient déterminer les traits de la figure. Alors ça m'amène à évoquer l'Assomption de la Vierge, de la baie axiale de l'abbatiale de Valmont, toujours au nord de Rouen, que Laurence Rivial a rapproché dans sa monographie de 2007 de l'art de Dumonstier. Alors c'est une proposition qui est rejetée par Michel Hérol dans le catalogue de 2024, puisque ce dernier voit plutôt une évocation générique de l'art Bellifontain. Alors pour ma part, je pense que Laurence Rivial a repéré à raison l'intervention de Dumonstier dans le dessin de ce vitrail conçu autour de 1550, au moment où on décore le reste de la chapelle, alors qu'on sait précisément Dumonstier à Rouen. Et ici, tant la physionomie des anges que ce dispositif iconographique et in fine stylistique de la Vierge installée sur le dos d'un ange pointe, nous dirige vers le Rouennais. C'est quand même quelque chose qui est répété dans toutes les techniques employées par Dumonstier. Or, le peintre de la lancette de gauche d'Isnoville se retrouve dans le vitrail de Valmont. Là, vous voyez une comparaison à gauche avec Isnoville, à droite Valmont, avec une manière très personnelle de dessiner un œil, avec des carnations très contrastées également, qui permettent de le repérer dans cette verrière. Et uniquement, d'ailleurs, dans cette verrière de la chapelle, qui a été décorée pour le reste par un autre peintre verrier très talentueux. Mais le plus surprenant, c'est qu'au tympan de la verrière de Valmont se trouve un panneau parfaitement attribuable à celui que je crois être Robert Lecourt. Donc là, vous voyez qu'on a de nouveau cette triangulation entre les mêmes trois artistes, deux peintres verriers, qui travaillent peut-être au sein d'un unique atelier, et dont un des deux semble être Robert Lecourt, et Geoffroy Dumonstier, qui a par la suite vraisemblablement marié la veuve de ce dernier. Donc c'est un incroyable hasard ou pas de hasard du tout. Pour conclure, il faut revenir sur le dessin du musée du Louvre. Alors, comme je le disais, Michel Hérol a tenté de retrouver en Île-de-France le lieu pour lequel a pu être fait la verrière, manifestement perdue, si elle a vraiment existé un jour, parce que rien ne nous l'assure. Et pour ma part, j'aimerais insister sur le fait que la baie la plus proche de ce dessin du point de vue du remplage se trouve dans la périphérie de Rouen. Là, vous voyez Magny-en-Vexin, qui est une des hypothèses, mais qui en fait ne dispose pas d'un remplage qui correspond. Alors que l'église Saint-Ouen de Lompan, à Darnétal, dans la périphérie de Rouen, présente en effet une baie qui constitue le tympan du portail méridional, dans laquelle on peut voir un remplage très inhabituel, quand même, et identique à celui du dessin. Alors, cette observation nous prouve à minima que ce dessin a pu être exécuté en vue de la réalisation d'une verrière à destination normande. Il y a bien eu des remplages similaires dans la proximité de Rouen. Alors, de façon beaucoup plus hypothétique, parce que vous voyez bien que la longueur des lancettes ne correspond pas, l'histoire de l'église Saint-Ouen de Darnétal amène à se demander si le vitrail n'a pas été réalisé pour cette baie, avec énormément de prudence. On sait que l'église a été incendiée en 1562, donc dans le contexte du sac de Rouen, et qu'elle a été fortement rebâtie après cette date.
Il faut relever d'ailleurs que les vantaux de cette porte, qui sont datés tous les deux, ont été installés en fait au XVIIe siècle. Ils ne sont pas du tout du moment de la construction de l'église. Et on peut aussi repérer, vous voyez dans l'image centrale, une étonnante jointure sur la maçonnerie, plus ou moins à la hauteur où aurait dû se trouver le départ de la baie si on avait voulu y installer le vitrail du dessin. Et puis enfin, mais c'est vraiment un détail, on peut rappeler qu'il existe un lien entre Dumonstier et Darnétal, puisque c'est pour le manuscrit des statues des drapiers de Rouen et de Darnétal qu'il a exécuté la Vierge au métier à tisser à droite, que Dominique Cordelier et Carmen Descouteaux-Dorescu lui ont attribué il y a quelques années maintenant. Alors, aucune preuve en définitive, mais des éléments qui doivent quand même être mentionnés à propos du dessin du Louvre, dont on n'est pas obligatoirement, enfin il n'est pas nécessaire d'aller chercher une destination francilienne ou parisienne. Et enfin, on peut souligner que le rondel, attribué très justement pour son invention à Geoffroy Dumonstier par Michel Hérold, appartient, selon moi, à la production de peinture sur verre rouennaise. L'utilisation du jaune d'argent, le tracé épais et spontané de cette pièce évoque en fait toute une frange de vitraux normands exécutés autour de 1540. Et on peut faire des comparaisons, alors pas du tout du point de vue de l'invention, mais vraiment du savoir-faire, avec des pièces qu'on peut attribuer à Robert Lecourt ou à des artistes qui appartiennent exactement au même milieu, au même moment, avec là un exemple, un tout petit détail d'une vie de Saint-Jean-Baptiste, très légèrement antérieure, de l'église de Caudebec-en-Caux, le long de la Seine, en Normandie. Donc voilà, je m'arrête dans ce petit résumé. Vous aurez tous les détails dans l'article et je vous remercie pour votre attention. Merci Raphaël. C'est la première fois que dans les tables rondes on aborde de manière aussi précise la question du vitrail, et je pense que c'est une vraie démonstration que le vitrail au XVIe siècle c'est vraiment de la peinture sur verre, qu'on peut vraiment tirer parti du croisement des études préparatoires, des documents d'archives, puisque malgré tout on est quand même un peu... La preuve par A plus B, c'est quand même que Robert Lecourt, que Dumonstier épouse la veuve, ça aide dans la transmission des motifs et dans les principes de collaboration. Enfin voilà. Donc je suis contente que cette fois-ci, on ait pu aborder de manière aussi franche la question du vitrail et de la peinture, puisque là encore, de même qu'on prend la peinture au sens large qui est conservée même au-delà des frontières de la France. On prend la peinture au sens large, c'est-à-dire que le vitrail fait partie de la peinture. C'est d'ailleurs une des formes principales de la peinture monumentale dans la France du XVIe siècle, et une partie à la fois très abîmée mais quand même très très conservée. On a un gros patrimoine verrier, donc c'est très important que ce soit pris en compte dans notre recensement. Autre chose, je suis absolument convaincue que les bases de données, ça n'a d'intérêt que si c'est mis à jour et que c'est constamment enrichi. Et je vais passer la parole à Matteo Gianeselli à gauche, qui est à ma gauche, donc sur la droite pour vous, puisqu'il va nous présenter des acquisitions nouvelles et des restaurations faites sur les collections d'Écouen qui étaient déjà rentrées dans la base de données, mais qu'il a enrichi ou dont l'approche est aujourd'hui rénovée soit par des restaurations, soit par des enrichissements. Merci Cécile. Alors, donc effectivement, je suis là par pure amitié. Je suis beaucoup moins gymnaste que mon prédécesseur. Ça sera beaucoup plus chronologique cette petite présentation. C'est vraiment une remise en contexte de la politique d'acquisition d'Écouen depuis 2019. Avec deux techniques dont je suis responsable à Écouen, la tapisserie et la peinture. Donc on commence avec des choses qui sont peut-être un peu connues déjà de vous, puisque certaines ont déjà été exposées, en particulier dans le contexte de l'exposition sur Antoine Caron en 2023. Mais puisqu'on est chronologique, je suis assez
exhaustif. Donc le tournoi, l'idée c'est vraiment d'avoir effectivement ce focus sur l'Île-de-France et finalement en regardant les acquisitions, on est assez raccord avec ce thème de l'Île-de-France puisque on est soit dans une production vraiment autour de Paris, soit d'après des modèles donc parisiens de Caron. Le tournoi, donc, c'est un fragment très important, donc acquis en 2019, pas très important du point de vue de sa qualité parce que c'est un fragment et parce que le tissage est finalement assez modeste, mais fondamental parce que il reprend la partie gauche donc de cette grande tapisserie conservée aux Offices, qui fait partie de cette fameuse tenture des Valois. Important donc parce que on a souvent pensé que cet ensemble était unique et n'avait pas eu de descendance, contrairement à beaucoup d'autres grands ensembles tissés donc dans le nord à Bruxelles. Et donc ce fragment qui est réapparu récemment permet vraiment donc de comprendre que les cartons ont bien été conservés et réexploités donc dans un contexte bien différent. Bien différent parce que, comme vous le voyez, on a changé les figures. Là, c'était donc Catherine de Médicis avec sa fille Marguerite derrière elle. Et là, donc, l'identité n'est pas connue de ces jeunes femmes. Dans tous les cas, ce qui est intéressant aussi à relever, c'est que je pense que Alexandra Zvereva a raison dans la mesure où elle conteste cette identification très répétée et même au sein du catalogue Caron que la figure de gauche serait Henri de Navarre, et on voit bien que ici la figure est reprise, et donc Alexandra a estimé que dès la tenture des Valois, c'était une figure simplement de témoin, de regardeur purement anonyme, et la reprise dans le fragment d'Écouen insisterait donc sur ce point. La tenture a donc eu une descendance, on en a vu là l'exemple avec le fragment d'Écouen. Pour l'exposition a été aussi présentée cette découverte de la tenture de Joyeuse qui a été tissée donc pour son mariage avec Marguerite de Vaudémont, et on voit bien là encore une fois que donc les cartons ont vraiment été repris, un peu remodelés sans doute, mais ont vraiment servi de support à des créations, voire des recréations. Donc on reste évidemment dans cette grande hypothèse, cette grande question de Caron. Caron qui a fourni, et c'est la seule chose d'à peu près sûre sur cet ensemble de la tenture des Valois qui reste très problématique. Caron donc a fourni ces petits dessins dans les années 1573-1574, donc sous le règne de Charles IX, tandis que, comme vous le savez, la tenture des Valois est-elle tissée donc sous le règne d'Henri III. Donc il y a tout un décalage, et c'est ce grand décalage qui fait que la tenture des Valois reste très énigmatique, et en particulier donc l'implication directe de Caron ou pas, donc dans le tissage qui est réalisé à Bruxelles. Ça, on en est aussi à peu près sûr, il n'y a pas de doute, vu la qualité, c'est l'un des ensembles les plus précieux qui est aujourd'hui conservé, et qui a sans doute été réalisé dans l'atelier de William Despannemakers, telle était donc l'hypothèse de Guy Delmarcel dans le catalogue de Caron. Alors, ça c'était donc le premier. Alors, acquis aussi très récemment, ça c'était en 2020, donc un autre fragment de cette tapisserie qui représente une des scènes d'Amadis de Gaulle, laine et soie, 260 par 280. Celui d'avant c'était 275 par 145, je ne l'avais pas dit. Alors c'est intéressant là aussi à plusieurs titres.
On est donc face à un épisode d'Amadis de Gaule qui est un des grands best-sellers du moment. C'est un peu comme l'Hérien et l'Auréole, c'est vraiment le même type d'épopée très, très chevaleresque avec des batailles, des emprisonnements, des magiciens et des sorcières. Roman de chevalerie espagnol de Garcia Rodriguez de Montalvo, écrit en 1508 et traduit en français en 1540. On est à peu près certain de la datation, ça c'est assez intéressant, puisqu'on se situe vraiment exactement, et ça c'est les armoiries qui nous l'indiquent, entre 1555, qui correspond donc à la date du mariage de Antoinette Le Rebourg et François Sevin, sieur de Quincy et de Lavoux en Seine-et-Marne, et 1559, puisqu'on voit aussi figurer en haut, vous le voyez, les croissants d'Henri II. Donc ça se situe entre le mariage et la mort d'Henri II en 1559. Donc on a une fourchette chronologique très serrée, ce qui est vraiment très rare et très appréciable. Intéressant aussi parce que, vous l'avez sans doute vu, on est vraiment dans un exemple typique de la production parisienne, très peu documenté, et on est... Bon, alors le dessin n'est pas du même niveau, on est d'accord, mais on est vraiment donc dans la production parisienne dont les témoignages sont très peu documentés, et on a pu accrocher Amadis de Gaule, donc non loin de la tapisserie d'Annette, donc dans un ensemble extrêmement cohérent. La production parisienne donc est en outre confirmée, enfin la provenance, par Audrey Nassieux-Maupas. Après, il faudra évidemment se pencher sur la question, ça c'est peut-être à la salle de proposer certains noms. La question du carton n'est pas du tout évidente là encore, et c'est toujours très délicat de chercher un dessinateur avec un fragment de tapisserie, mais on est ouvert évidemment à vos suggestions. De toute manière, on n'en a pas d'autres. Ça, vous connaissez plus parce que c'était exposé dans l'expo Caron, donc je vais passer très vite. C'est une peinture donc autour de Caron qui représente la mort de la femme de Sestos. C'est un tout petit épisode en 3 lignes dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. On en connaît plusieurs versions, ce qui montre qu'il y a vraiment eu un vrai engouement autour de ce sujet un peu morbido, érotico, sensualito, ce que vous voulez. Et ce qui est donc intéressant, c'est que à l'occasion de l'exposition, j'avais pu identifier un dessin que j'attribue à Caron. Ça reste ouvert évidemment en termes d'attribution, mais en tout cas je pense que l'iconographie, l'invention, l'inventeur, le promoteur de cette iconographie très archéologique, très antiquomane, est sans doute donc à chercher chez Caron. Et ce que j'ai pu identifier depuis donc 2023, c'est que ce dessin a déjà, à partir donc de cette composition, eu une première influence. Là, c'est dans le château de la Maison-Fort à Genouilly. J'ai publié ça dans Bournazel, si tu veux, Cécile. Et aussi cette petite chose très modeste, mais qui est une réplique directe du dessin, donc qui est en main privée, et qui est donc une transcription tout à fait directe du dessin. Cette iconographie de la mort de la femme de Sestos est aussi fondamentale pour la fortune de Caron. Donc de son vivant, on le voit ici sans doute, mais c'est aussi quelque chose qui ouvre très largement sur le XVIIe siècle. Ça, c'est un tableau qui était reproduit dans le catalogue, qui est en collection particulière
en France, qui montre donc que c'est vraiment un sujet qui a séduit en France, mais aussi à Anvers. Ça s'était reproduit dans le catalogue, une variation très intéressante par Franken 2. Donc c'est vraiment un copier-coller de l'invention de Caron, mais à la mode purement anversoise. Et qui donc ouvre vraiment sur une chronologie et une géographie assez large. Acheté en même temps grâce à la société, enfin acquis grâce à la société des amis, c'était assez drôle, hein, parce que les sujets sont quand même assez proches, hein. On aime les bûchers à cette époque-là, il n'y a pas de doute. Donc le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel, un tableau qui n'est pas dans un très bon état, qui malgré sa restauration qui a été difficile, fait paraître beaucoup de faiblesses, mais il y a aussi des morceaux très très beaux, très délicats. Donc s'agit-il finalement peut-être d'un Caron ravagé? C'est possible. Caron n'est pas le plus grand technicien de la peinture, donc tout ça est peint de manière très, très, très légère, hein, avec une couche picturale vraiment très évanescente. Et ce qui était très intéressant pour nous, c'est que eh bien, il est installé donc dans la chambre de Catherine aujourd'hui, où est reproduit sur le manteau de la cheminée justement ce sujet très précis donc du sacrifice sur le mont Carmel, qui a un sens évidemment très, très précis dans ce contexte des guerres de religion qui approchent. Hop. Même histoire que vous connaissez si vous avez vu l'exposition Caron, un tableau eh bien, que l'on a reçu en don grâce à l'entremise de ma voisine de droite. En fait, c'est une dame qui donnait d'autres tableaux au musée, qui souhaitait donc répondre aux volontés ultimes de son mari qui venait de mourir. Et donc Cécile, dans l'appartement de cette dame, eh bien, a identifié ce tableau qui est donc très intéressant parce que c'est une reprise d'une des gravures du Philostrate. Donc le Philostrate, c'est un ensemble qui paraît en 1614 et donc Caron réalise un certain nombre de dessins à l'extrême fin de sa carrière, 1597-1599, il meurt en 1599 et c'est donc un témoignage assez aussi intéressant de la fortune assez tardive de Caron au-delà de sa mort. Même si la gravure ne porte pas l'invenite de Caron, c'est la seule pour laquelle on a un dessin assuré de la main de Caron. Là, il y a quand même très peu de doute sur l'autographie de la feuille. C'est vraiment exactement les méthodes de dessinateur de Caron, cette manière en plus de coller la tête. On retrouve ça aussi dans d'autres feuilles. Malheureusement, la feuille n'est pas localisée, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir donc qu'on réutilise un modèle qui a été fait donc à la fin de sa vie et qui est donc réactualisé d'une certaine manière par la gravure et ensuite donc par cette peinture qui arrive sans doute en bout de course, hein, iconographiquement et chronologiquement. Donc il y a une sorte de petite mise à jour là aussi, hein, on lui coupe les cheveux, on modifie l'instrument de musique pour des questions que j'ignore un petit peu. Est-ce que c'est des questions de mode ou un peu d'archéologie, je ne sais pas. En tout cas, depuis l'exposition, je suis aussi j'ai un peu avancé sur ces dossiers. C'est vraiment un dossier très important, ce Philostrate, pour la fortune de Caron, et plus largement parce que tout n'est pas sans doute de Caron, mais en tout cas la fortune du Philostrate est vraiment très, très vive, très variée. Donc ça, c'est un tableau qui est en collection particulière en France. La composition d'Ariane et Bacchus a l'air d'avoir eu un succès assez important, donc autour du début du XVIIe siècle.
Ça s'était présenté récemment, c'est Jean Tassel, je ne sais plus où est-ce que c'était, mais c'était dans une galerie parisienne. Hein. C'est donc encore une fois la même composition, mais inversée, en particulier cette position très, très particulière d'Ariane, hein, dans une posture pas très élégante. Ça, c'est un tableau qui est passé aussi en vente il y a très peu de temps, avec une attribution à l'entourage de Romanelli. Autre tableau attribué à l'école française du début du XVIIe siècle, passé en vente à Zurich. Et on en trouve, vous voyez, une répercussion jusque chez ce peintre néerlandais du XVIIIe siècle, dont je ne connaissais pas l'existence, qui s'appelle Wigmana, où Vénus donc, prend la pose d'Ariane. Acquis en 2024, donc cette peinture attribuée, et peut-être même deux, à Luca Penni, une huile sur bois de 74,5 par 59,5. Un tableau assez intéressant parce que, comme vous le savez, les œuvres de Luca Penni sur bois sont très rares. Hein. Je pense que ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, voire peut-être de deux si on est un peu généreux. Mais en tout cas, on ne dépasse pas les deux mains. Un tableau qui est très intéressant, qui n'est pas dans un état formidable. La restauration n'a pas encore eu lieu et j'espère la conduire cette année ou l'année prochaine. C'est passé en vente en même temps ou juste après cette autre composition qui n'est pas de la même qualité, hein, on doit bien se l'accorder, donc qui a été remportée par un collectionneur étranger. C'était passé en vente à Londres. La question qui se pose au-delà de l'autographie, c'est plutôt la question de la datation. Est-ce qu'il s'agit d'une œuvre comme celle-ci, plutôt du séjour de l'époque romaine, dans cette perpétuation évidemment des motifs raphaëlesques, ou de quelque chose qui serait davantage lié au tout début de la période française, vu la sécheresse. Mais bon, l'état de conservation peut-être influe aussi de manière un peu négative, mais en tout cas c'est une œuvre donc assez rare. Dernier tableau acquis, et là on sort peut-être de notre question de l'Île-de-France, point d'interrogation. Un tableau qui a été vendu, qui a été présenté plusieurs fois à Barcelone, qui n'a jamais trouvé acquéreur. Donc on a une très belle chance de pouvoir l'acheter. Un gros tableau, grand tableau de 138 par 228, quelque chose d'extrêmement imposant, très raffiné dans son exécution. Vendu comme Luca Penni, donc on comprend évidemment le lien avec ce genre de choses, hein, avec l'Auguste du musée du Louvre, en particulier pour cette palette et la recréation de l'antique, mais vu les détails, le paysage aussi, le très beau paysage à l'arrière-plan, hein, qui reprend vraiment un détail du château Saint-Ange, là vous le voyez donc au centre, peut-être plutôt nordique, hein. Alors après, est-ce que c'est un nordique actif en France, actif à Paris, à Fontainebleau, actif en Italie? C'est pas si simple. Si vous avez des idées, c'est pas de refus. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît Floris? Est-ce que c'est un Anversois? Les détails pourraient aller dans ce sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des monnaies qui sont identifiées de Charles Quint et de Philippe II. S'agit-il d'une condamnation, comme le dirait mon directeur, du sac de Rome? Bon, tout ça reste évidemment ouvert. Je pense que c'est peut-être un tout petit peu plus tard quand même. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment influencé, informé des tendances vraiment italo-française de ce milieu du XVIe siècle. Et pour montrer aussi, parce que je ne résiste pas à l'actualité, et vous savez que je suis
très friand de dépôts. Je vous rappelle que nous avons toujours la lamentation de l'église de Gonesse qui est donc dans la chapelle chez nous, avec aussi de gros problèmes d'attribution. La journée d'études n'a pas clarifié notre histoire. Est-ce qu'il s'agit d'une œuvre autour de Bourdichon, de Jean Poyet? Tout ça reste très discuté et on n'a pas du tout tranché. On accueille aussi, pendant la fermeture du musée de Bourges, ce chef-d'œuvre absolu de la peinture française, qui est donc cette Vénus de Luca Peni, un énorme tableau, très très grand, très très impressionnant, qui est actuellement dans la chambre de Catherine. Dans la salle dédiée aux tapisseries d'Annette, vous savez que nous avons 2 tapisseries provenant du château d'Annette. Eh bien, nous avons la chance d'accueillir la 3e tapisserie conservée en France, qui est normalement conservée au musée des Antiquités de Rouen. Donc là, on a la chance d'avoir les 3 tapisseries françaises dans un seul et même espace. C'est assez réjouissant. Je vous invite vraiment à venir voir cet ensemble. Le retour de mes amis caronesques, puisqu'on a retrouvé la remise du livre et de l'épée du musée de Beauvais, mais surtout, et ça vaut la balade, la résurrection de Caron. Là, c'est vraiment Caron sûr à 100%, chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre peut-être de Caron, dans la chambre du roi, où on retrouve vraiment un ensemble très important de dépôts dont beaucoup étaient déjà dans l'exposition. C'est-à-dire que la dernière salle de l'exposition est presque entièrement accrochée avec des dépôts. C'est une salle entièrement de dépôts, dont celui de la William Morris Gallery. Je vous invite à venir avant la fin du dépôt, qui est en janvier de l'année prochaine. Nouveauté aussi autour de Caron, cette superbe tapisserie du couronnement du jeune roi du cycle d'Artémise, du mobilier national, qui a été restauré à grands frais par le Conseil d'État, puisque à la fin de chaque dépôt consenti dans les ministères ou les institutions publiques, il s'engage à restaurer donc de manière fondamentale la tapisserie. Donc là, on a l'une des tapisseries les plus belles du cycle d'Artémise, dans l'une de nos salles. On profite aussi de la fermeture de l'abbaye royale de Chaly pour accueillir un petit ensemble de tableaux et une céramique, une majolique. Ce superbe portrait de Cornélis, attribué, tout ça est évidemment très, très, très discuté, mais attribué à Cornélis Vermeyen, identifié souvent de manière un peu erronée. Donc là, c'est pareil, je pense qu'en termes d'identification, on pourrait un peu avancer. Mais c'est un tableau très important en termes de taille, un portrait très imposant. En même temps qu'un très grand portrait également de Portelli, Carlo Portelli. J'ai réaccroché, suite à la restauration, cette tapisserie de Lérian et l'Auréole. On a trois tapisseries déposées par Cluny. Donc on a fait restaurer l'une des 3. Et donc on a réaccroché la salle ici autour de la Renaissance, la première Renaissance française. Ma photo est moche, je vous l'accorde. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer ce qui vient de sortir du C2RMF, le chef-d'œuvre de Yann Debert. Je sais qu'on est un peu loin là de notre histoire, mais je ne peux pas ne pas vous montrer ça. Là. C'est quand même, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus beau que ça. J'essaie de faire un zoom. Pas évident mon histoire. Je vais juste vous montrer cette petite chose là. C'est quand même une chose incroyable, magnifique. Donc un petit bijou, ça c'est vraiment petit, et c'est sans doute le plus beau tableau des coins. Il n'y a pas trop de doute là-dedans, mais c'est vraiment un bijou extraordinaire. On a retrouvé des choses complètement perdues dans une sorte de flambie. Et en dernier, j'aurais peut-être dû mettre l'autre avant, mais
le Belmar, donc, qui lui aussi est ressorti de son caramel. C'était pas une restauration si évidente, hein. On ne savait pas vraiment où on allait par rapport à la restauration. J'aurais dû vous mettre une image avant, mais on a retrouvé des choses là aussi très très belles, hein. Belmar, donc là on est sans doute autour des années 1500-1515, je crois. 20 25 30 on va y arriver. Donc des détails très très beaux, cette main couverte de la Vierge. Bon, peut-être que c'est parce qu'il ne sait pas peindre les mains. Quand on voit ça, on se dit qu'il vaut mieux peut-être les cacher. En tout cas, il y a des très beaux détails dans le paysage et les drapés. Enfin bon, tout ça est tout juste sorti fraîchement du C2RMF. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Il faut lui pardonner, il a quand même montré un peu trop de peinture nordique, mais bon, ça touche à la France. Moi, je vais rapidement évoquer, parce que l'heure tourne, la question de Niccolò Della Bat que j'avais prévu de présenter. On va peut-être changer de place, si ça ne t'ennuie pas. Non. Mais je vais faire ça très vite. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés non plus. Il y a quand même 2 tableaux qui sont dans les salles depuis pas mal de temps, mais qui sont des nouveautés par rapport à la bibliographie. Alors, hop. Je vais faire ça au pas de course parce qu'on a une dernière communication après. Donc je voulais essayer de... J'ai fait les fiches d'une partie et pas de tout ce qui est l'œuvre de Niccolò Della Bat en France. Hein, je rappelle quand même que c'est un artiste qui vient de Modène, qui est appelé en France en 1552 par Primatis et qui va faire le reste de sa carrière, qui ne repartira pas en Italie, va faire le reste de sa carrière à Fontainebleau. Donc on se situe entre 1552 et 1571, date de sa mort. Il vient avec plusieurs de ses fils, dont un, Giulio Camillo, est peintre et auquel on a commencé d'essayer d'attribuer un certain nombre d'œuvres. Lui survit une dizaine d'années. Le recensement de la peinture produite en France au XVIe siècle partage des notices avec le rétif, c'est normal, surtout quand il s'agit d'artistes italiens, puisque comme c'est la peinture produite en France, ce n'est pas la peinture française au sens de la nationalité des artistes, et prend en compte aussi la peinture murale. Il se trouve que vous avez sur la gauche un fragment, c'est un détail d'un fragment de fresque provenant de Beauregard, qui est attribué à Niccolò Della Bat, parce que tout simplement on sait que Niccolò Della Bat a aussi fait un décor de la chapelle dans ce château. Au début de son séjour, on se situe là vers 55, quelque chose comme ça, et je vous ai mis à droite pour prouver d'ailleurs que une vraie parenté stylistique et de palette, un détail de la voûte de la chapelle du château de Fleury-en-Bière, qui a été aussi peinte par Niccolò Della Bat. Ce château n'est pas ouvert au public, donc c'est un décor qui est beaucoup moins connu, mais dont maintenant on a un certain nombre de photographies. Et voilà, c'est... Ah oui, vous voulez que... Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça, pardon. C'est certainement plus lisible. Donc, je dis ça parce que la notice du rétif, je me suis quand même permis de la corriger parce que le détail c'est un Christ mort, passé pour anonyme italien du XVIIe siècle, avec quelques propositions de réattribution assez loufoques qui sont complètement incroyables à Romanelli ou Ferrao Fenzoni, alors qu'on sait franchement que ce décor a été peint par Niccolò Della Bat et un siècle avant. Donc c'est important de mettre à jour les notices. On a le droit de se tromper, mais il y a un moment où il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Donc je montre vite deux autres clichés correspondant à ce décor de la chapelle de Fleury-en-Bière. C'est en mauvais état, mais c'est quand même très lisible et
on est très en dessous, mais on reconnaît vraiment le style de Niccolò Della Bat. Vous avez sur la droite un détail d'un des évangélistes avec un des pères de l'Église. Et pour montrer que la part de la peinture monumentale, ce que l'on connaît le mieux et qui sera pris en compte dans la base, mais ça c'est pas fait pour l'instant, c'est la salle de bal et les décors perdus de Niccolò pour des hôtels parisiens, l'hôtel de Montmorency ou l'hôtel du Fort. Mais il y a d'autres décors religieux à étudier. C'est le cas de cette voûte dans l'église de Méry en Seine-et-Marne, où on a 4 évangélistes à la voûte. C'est certainement très très repeint, mais c'est aussi à l'art de Niccolò Della Bat que ça se rapporte. Niccolò, quand il arrive en France, fait des choses. La première œuvre documentée, je n'y attarderai pas beaucoup, ce sont les émaux de la Sainte-Chapelle qui sont peints mis en peinture en émail par Léonard Limousin, mais qui sont quand même vraiment de son style. On n'imaginerait pas un artiste italien, c'est en fait parce qu'il y a une commande royale, c'était dessiné à la Sainte-Chapelle de Paris. On reconnaît bien le style de Niccolò, bien transposé par Léonard Limousin. C'est important parce qu'on a parlé de vitrail, on a montré des tapisseries, on voit là de l'émail. On a eu toute une partie de la peinture française du XVIe siècle qui nous est qu'on ne peut connaître, qu'on ne peut appréhender qu'en sachant faire la part de l'interprétation de l'émailleur, du lissier, du peintre verrier. C'est une des difficultés, mais c'est aussi une des choses intéressantes et une des richesses du sujet. Sur la droite de la diapositive, le portrait d'Henri II qui est au bas de ces émaux de la Sainte-Chapelle, où il est absolument évident, surtout quand on sait à quel point Niccolò peut être un magnifique portraitiste, il est absolument évident que là, il a repris un modèle qui n'a rien à voir avec sa propre invention. Niccolò est appelé à Fontainebleau par Primatis, et quand on essaye de réunir ce que l'on peut attribuer à la période française de Niccolò Della Bat, on a à un bout Primatis, et rien n'est plus parlant de ce point de vue que le rapprochement entre le tableau que vous avez sur la gauche, qui est le tableau de Detroit, et le tableau qui est sur la droite, qui est de Primatis, conservé à Toledo, qui montre bien à quel point, dans certains cas, Niccolò s'empare d'une composition composée par Primatis. Là, on a un tableau, mais c'était aussi ce motif apparaît dans une des scènes de la galerie d'Ulysse. Donc il y a des moments où Niccolò est vraiment inféodé à l'art de Primatis, mais à une manière, une palette, une touche qui lui est tout à fait particulière. On voit cette même dette envers Primatis dans le tableau qui a pu être acquis par le Louvre en 2016. Cette figure sur laquelle je vais passer assez vite, mais qui finalement était connue avec une ancienne attribution à Primatis, qui au fond est très compréhensible parce qu'on a une facture et une modalité de peinture qui est celle de Niccolò Della Bat, mais une composition qui est complètement d'abord une physionomie féminine, une espèce de largeur de bassin, de solidité de la figure qui vient vraiment de Primatis, une composition aussi avec les petites figures à l'arrière-plan, une palette qui est assez primaticienne, et en revanche le détail de la tête de la figure le montre. On est vraiment dans le cas d'une œuvre qui est peinte par Niccolò Della Bat, certainement d'après un dessin, une composition, une invention de Primatis. L'iconographie porte à discussion. On l'a achetée comme une Pandore parce que c'est une femme qui peut-être s'apprête à ouvrir une coupe. Peut-être qu'aujourd'hui, on privilégie une interprétation faisant de cette figure plutôt une Artémise, parce que le vase qu'elle tient pourrait être celui contenant les cendres du roi Mosol, étant donné que le geste est vraiment au-dessus du tombeau, de ce qui semble être une figure un tombeau. Et voilà, je passe
passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps d'épiloguer. À l'autre bout de la question Niccolò, il y a sa modernité, son espèce de grand pas vers la peinture du XVIIe siècle, avec cette acquisition qui a été faite quelques années auparavant, 2007, on voit sur numéro d'inventaire, qui représente Vertumnus et Pomone, un tableau qu'on a acheté alors qu'il était attribué à Toussaint Dubreuil. Et effectivement, les quelques détails que j'ai sélectionnés sur la droite vous montrent, d'une part, en haut à droite, cette figure très sombre, cette statue qui est quelque chose qui vient de l'art de Primatis, une main très très Niccolò, Niccolò au sens de ce que verront d'abord Vouet et ensuite Boucher, donc très voilà, et cette tête de chérubin ornant une fontaine qui faisait penser à tous mes collègues au moment où on a acheté ce tableau, que le tableau était, ben oui, on comprenait bien qu'il ait pu s'appeler voilà, parce qu'on pense à Blanchard, voilà, donc voilà, c'est l'exemple de deux tableaux qui ne sont pas très connus parce qu'ils sont rentrés récemment dans les collections du Louvre. Ça fait la dernière grande publication qui a concerné et exposition qui a concerné Niccolò dell'Abate avait lieu en 2005 à Modène. Depuis, ça fait quand même 20 ans que, au fond, les études sur Niccolò ont progressé, mais voilà, il faudrait en réalité montrer tout ça dans une exposition. Là, je passe très vite, c'est un tableau très connu des collections, mais qui a été restauré en 2020, donc la continence de Scipion, avec encore une fois ce très beau détail en haut à droite de la figure d'arrière-plan qui est dans l'ombre, qui est comme une sorte de fantôme de figure, et en bas cette palette rose et verte typique de Niccolò. Ce sont des choses qui sont réapparues à l'issue de la restauration. Le tableau avait été replié sur 3 de ses côtés, donc le sol n'était pas du tout perceptible. Le tableau a beaucoup gagné à la restauration et il a retrouvé son format original qui est carré. C'est intéressant parce que Niccolò peint facilement des formats carrés. Il est aussi très célèbre, ce sont un peu les chefs-d'œuvre de sa période parisienne, de sa carrière française, en tout cas très novatrice dans le paysage, c'est le cas de le dire, de la peinture française, que ces grands paysages, celui à gauche du Louvre, celui à droite de Londres, qu'on est toujours tenté de mettre en relation avec des mentions des comptes des bâtiments du roi pour des paysages fournis pour le cabinet du roi à Fontainebleau, et il me semble que vraiment, d'ailleurs la juxtaposition des deux compositions sur la diapo montre une sorte de continuité, à se demander si effectivement ces grands paysages n'étaient pas disposés tout simplement en lambris haut dans le cabinet du roi. Enfin, là, ce sont vraiment les chefs-d'œuvre de Niccolò à coup sûr. Ensuite, comme on parle de paysage, eh bien, on a aussi un autre type de paysage qui est beaucoup moins, dont l'attribution est beaucoup plus complexe. Vous avez sur la gauche de la diapo une composition qui est conservée à Fontainebleau. Nous en avons une équivalente, j'ai pas mis la reproduction, tout à fait du même style. Ces paysages beaucoup moins héroïques, beaucoup moins féeriques, qui sont rapprochés du cercle de Niccolò. Celui qui est là, c'est la meilleure version, est celle de Fontainebleau, mais il y a quand même 2 autres versions qui sont connues, une de la même taille, une beaucoup plus petite, ce qui prouve que c'est certainement une invention qui a eu une forme de succès. La tendance actuelle est de considérer que c'est ce que l'on a tendance à attribuer au fils de Niccolò, Giulio Camillo dell'Abate. Disons que c'est la tendance de la bibliographie d'il y a 20 ans. La question reste complètement ouverte, c'est une chose assez étrange. Autour de Niccolò, évidemment, il y a un cercle
d'artistes certainement qui ne sont pas lui, mais qui sont très proches de lui. Et le plus célèbre des tableaux qui a porté son nom, qui a longtemps porté son nom et qui a à certains égards la qualité de facture de Niccolò dell'Abate est ce massacre des Triumvirats qui est conservé au musée de Beauvais, mais qui pendant longtemps, c'est un tableau qui était considéré comme du cercle de Niccolò dell'Abate, mais pas lui tout à fait. On a créé en 1972, enfin c'est Raguianti qui a créé un maître de Dijon, parce qu'à ce moment-là, le tableau était présenté au musée des Beaux-Arts de Dijon en attendant la réfection du musée de Beauvais. Et aujourd'hui, c'est un tableau impossible en France sans l'exemple de Niccolò sous les yeux. C'est quelqu'un qui est très proche de lui, mais qui ne peint pas comme lui. La diapo suivante va vous montrer le type de paysage qui est au fond et le type de figure qui a une espèce de ça va être péjoratif, c'est pas bien, mais ça n'en a pas la finesse, ça a une sorte de lourdeur, de brutalité, et qui fait que on se rapproche là. Et c'est la difficulté de très vite, l'entourage de Niccolò nous amène à la personnalité d'Antoine Caron. Il y a un point de contact, c'est évident. Antoine Caron fait partie de l'entourage de Niccolò dell'Abate. Et ce massacre de Beauvais a été mis en relation avec les deux tableaux que vous avez sous les yeux. La femme d'Asdrubal devant Scipion, un grand tableau qui est en collection privée, et un grand tableau, très grand tableau qui est à Londres à l'Institut Courtauld, qui est aussi, on a tendance aujourd'hui à appeler ça Giulio Camillo dell'Abate, donc le fils de Niccolò. C'est une manière de dire en fait qu'on n'est pas loin de Niccolò, mais c'est pas lui. On ne sait pas bien qui c'est. C'est une commodité de dire que c'est Giulio Camillo parce qu'on sait qu'il a existé, qu'il était peintre et que par définition il était proche de son père. Et c'est quelqu'un qui se situe, qui va vers Caron, qui a des points communs avec l'art d'Antoine Caron. Alors il y a un autre aspect important dans l'art de Niccolò qu'on n'arrive pas à trouver dans la période française, c'est le portrait. Il y a de très très beaux portraits dans l'œuvre de Niccolò dell'Abate, mais ils sont, pour ainsi dire, tous se rapportent à la période italienne de manière évidente. C'est le tableau que vous avez sous les yeux qu'on appelle le portrait Fodor, parce qu'il a appartenu longtemps il était dans la collection Fodor, et le seul qui ait été rattaché à la période française, tout simplement parce que le personnage porte un collier de l'ordre de Saint-Michel, mais stylistiquement c'est quasiment impossible de faire la différence entre ce Niccolò s'il est peint en France et les portraits de Niccolò peints en Italie auparavant. La seule autre proposition qui a été faite, que l'on trouve dans la bibliographie, d'un portrait attribuable à Niccolò dell'Abate pendant sa période française, en dépit du fait que le costume semble celui d'une Italienne, c'est ce très très petit portrait de femme peint sur papier, à l'huile sur papier, qui est à la National Gallery de Londres, qui n'a jamais été étudié. Il a été publié comme Niccolò dell'Abate en 1931 et depuis... il est retombé dans l'oubli, il n'a pas été conservé il est tombé dans l'anonymat parce que Cécile Gould ne le retenait pas comme une œuvre de Niccolò. C'est un problème à reprendre, c'est une œuvre qui reste vraiment à étudier, qui est en tout cas d'une très jolie facture et qui évidemment fait penser à Niccolò. Savoir si c'est lui en France, c'est une question. En tout cas, c'est beaucoup mieux que les deux autres petits tableaux que vous avez en vignette, qui sont des copies peut-être d'après Niccolò, peut-être d'après Niccolò en Italie, qui ont quelquefois été rattachés, parce que le tableau de Budapest s'est appelé Portrait de Catherine de Médicis, donc on a imaginé que c'était un portrait de la période française, mais ça ne... Voilà, la question de Niccolò portraitiste en France est grande, ouverte, et pose des tas de problèmes.
On revient à la tapisserie. Niccolò est connu pour avoir, on n'a pas de preuve qu'il ait travaillé, qu'il ait donné des cartons pour de la tapisserie, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a beaucoup fait des grotesques, qu'il a été amené à peindre dans la galerie d'Ulysse, donc sur un fresque, beaucoup de grotesques, les paiements l'attestent, et la tapisserie que vous avez au centre, qui représente la mort de Joab, a toujours été rattachée à son invention. Effectivement, on trouve dans les dessins d'histoire, en particulier l'histoire de Coriolan, des dessins de Niccolò relatifs, qui ont un style tout à fait comparable. Et sur la droite, aussi même genre probablement appartenant à la même tenture, une pièce qui est réapparue en vente publique en 2020, qui pourrait représenter le sacrifice de Joab. Et on a pas mal de documents sur ces tapisseries sur fond de grotesque, avec des compartiments très bellifontins au centre, au milieu de cuir, avec des scènes, soit des divinités, soit ici des scènes d'histoire bibliques qui correspondent à des documents que l'on a, mais on n'a jamais que le nom d'Hélissier et pas le nom des inventeurs des compositions. C'est encore une fois, une façon de regarder la peinture qui est difficile ce n'est pas la même chose que de reconnaître un tableau de Niccolò, mais il faut savoir aussi imaginer l'invention, le style générique de Niccolò dell'Abate dans certaines des figures de ces tapisseries grotesques. On trouve le même problème autour de Primatis et de Ruggiero de' Ruggieri. On a d'autres tentures qui se rattachent plutôt à ce courant-là. C'est vraiment typique des années 65-70 dans la tapisserie parisienne Bellifontaine. Ma dernière diapo pour dire que, et ça c'est une façon d'expliquer à ceux qui n'en ont pas la manipulation fréquente Agora, c'est qu'on trouve aussi sur toutes les quand on fait défiler toutes les fiches qu'on a bien faites sur Niccolò dell'Abate, on trouve aussi les anciennes attributions, puisque nous nous intéressons dans cette base beaucoup à l'histoire des attributions, ce qui fait qu'au milieu des Niccolò dell'Abate, on trouve des tas d'anciennes attributions. C'est très intéressant et c'est pas le premier nom sous lequel elles apparaissent, mais quand vous interrogez Niccolò dell'Abate, vous avez ça aussi qui sort, les attributions anciennes à Niccolò dell'Abate de choses qui aujourd'hui sont reconnues comme de Jean Cousin ou comme de Charles Carmois par exemple, pour prendre la Diane qui est tout en bas. Voilà, j'arrête là parce que c'est urgent que je passe la parole à une doctorante qui travaille sur une enquête que nous avons lancée il y a 2 ans maintenant sur les cheminées peintes en France au XVIe siècle, et elle va nous présenter quelques exemples sacrés, et donc de cheminées à sujet sacré. Je ne sais pas comment on peut revenir. Hop. Bonsoir, donc avant tout je tiens à remercier Cécile Scaliere pour l'invitation et pour m'avoir proposé de présenter quelques œuvres du corpus que j'ai réuni dans le cadre de la thèse que je viens de commencer en octobre 2025 à l'Université de Tours au sein du Centre d'études supérieures de la Renaissance sous la direction de Marion Boudon-Machuel. Cette thèse s'intéresse aux décors peints des cheminées en France et en Italie au XVIe siècle. Et nous avons conjointement décidé avec Cécile Scaliere que je présenterai ce soir des exemples de cheminées françaises dont le manteau est orné de sujets religieux tirés du Nouveau et de l'Ancien Testament. La présentation de ce soir ne se veut pas exhaustive. J'ai sélectionné seulement 4 exemples qui m'ont paru parmi les plus intéressants en termes de peinture, mais aussi pour lesquels nous avons quelques informations sur leur datation et leur commanditaire. Ces exemples permettent en outre de faire émerger un type de commanditaire particulier. Donc la première cheminée que j'ai choisi de vous présenter est la plus ancienne. Il s'agit d'une représentation de l'Annonciation et de 2 prophètes sur la cheminée du logis de la Prévôté à Saint-Laurent-du-Mottet en Maine-et-Loire, qui date des environs de 1500.
La grande salle du rez-de-chaussée avec la cheminée et le décor sculpté d'une des poutres que vous pouvez voir ici, de même que les façades et les toitures sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1968. Le logis a fait l'objet ces dernières années d'une étude approfondie de la part de l'Inventaire général du patrimoine en partenariat avec le département et la région. Cette étude a donné lieu à un article publié dans la revue des archives d'Anjou en 2025, rédigé par Ronan Durandière, Jean-Yves Huneau et Christine Leduc, sur lequel je me base. Donc très réaménagé à la suite de sa vente à la Révolution, le logis prévôtal témoigne néanmoins du rang du prévôt autour des années 1500. Il est composé d'un corps principal de plan en L avec une tour d'escalier en vis et s'élève sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, le logis se composait d'une grande salle d'environ 11,5 mètres de longueur sur 7,4 mètres de large, chauffée par une cheminée monumentale, ainsi que d'un cellier et d'une cuisine. L'existence du décor a été signalée dès les années 1870 par l'érudit Jules Spal, puis par Célestin Port dans son dictionnaire historique, biographique et géographique de Maine-et-Loire, publié en 1878. La cheminée a été recouverte d'un enduit et de repeints successifs. Donc je vous montre une photo de l'état en 1969. Le décor a vraiment été dégagé et restauré à partir de 1975. À ce moment-là, le paysage du manteau a été largement repeint et la polychromie des sculptures refaites. Le manteau de la cheminée est entouré de 10 médaillons en bas-relief de profil à l'antique. La scène principale présente une annonciation. Les personnages sont réalisés en terre cuite polychromée. On voit Marie, l'ange Gabriel, séparés par un vase qui se détache sur un paysage peint. Cette partie sculptée semble faire écho au foyer Tourangeau et notamment aux réalisations de Michel Colombe. L'entablement est orné de rinceaux et d'une frise portant en son centre des armoiries, certainement repeintes au XVIIIe siècle. Elles sont tenues par 2 sirènes accompagnées de 2 portraits qui ont été associés aux parents du commanditaire. Les faces latérales, les jouets de la cheminée sont les plus intéressantes du point de vue de la peinture. Il s'agit de peinture à l'huile sur une mince couche de préparation. Elle représente 2 prophètes ayant annoncé la venue du Christ, une association habituelle avec la scène de l'Annonciation. Malheureusement, une des figures, probablement une représentation de Jérémie, est perdue. Le prophète Isaïe, peint presque en grisaille sur un fond orangé dans une niche feinte, est particulièrement bien conservé quant à lui. Il surmonte des médaillons peints en trompe-l'œil, cette fois-ci avec une série d'animaux. Le style du prophète témoigne d'influences flamandes ou bourguignonnes et peut être rapproché, je pense, de la figure d'Isaïe représentée dans le tableau du Louvre communément appelé les 3 prophètes et attribué soit à un maître de convention, soit à Jean Changenay. On retrouve le rendu très précis et réaliste du visage, de la barbe, ainsi que le phylactère et une grande préciosité dans la représentation des vêtements. Ces vêtements et la longue aumônière rappellent également la fresque du maître de Saint-Brie-le-Vigneux en Bourgogne. On attribue cette commande de cette cheminée à Pierre Lambert, prévôt de Saint-Laurent-du-Mothet depuis 1484 environ jusqu'à sa mort en 1538. C'est un religieux proche des abbés de Saumur, un bénédictin lettré, ce dont témoigne bien le décor de la cheminée, alliant références humanistes antiques et sujets religieux, ainsi que des influences italianisantes via les médaillons et flamandes dans la représentation d'Isaïe. On comprend bien ici la présence d'un sujet tiré du Nouveau Testament dans sa demeure, puisque sa position dépendait directement de l'abbaye. Donc maintenant, la deuxième cheminée que je souhaite présenter se trouve dans le château de Lafitte-sur-Lot et témoigne de la diffusion des modèles italiens de la haute Renaissance et notamment des modèles léonardesques au début du XVIe siècle en Agenais. Les rapprochements ont été faits par Léon Pressouire en 1961 et je reprends les photographies de son article qui me semblent particulièrement éclairants. Le château de Saint-Sauveur est un petit logis de style Renaissance de plan rectangulaire dont l'étage est desservi par une tour d'escalier polygonale à demi hors œuvre construite dans la première moitié du XVIe siècle.
Des fresques décoraient l'intérieur d'une pièce du premier étage. On a retrouvé seulement un groupe équestre avec un cavalier en armure antique qui est aujourd'hui illisible. Et il reste également donc la hotte de la cheminée avec une adoration des mages. Au vu de leur style d'inspiration italianisante, elles ont été datées du second quart du XVIe siècle. La figure de la Vierge rappelle notamment en effet le tableau La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne réalisé par Léonard de Vinci et dont une version modifiée sans la Sainte Anne est conservée au musée Jacques Marandré et ressemble fortement au groupe de la Vierge et du Christ de la cheminée. Les fresques ont probablement dû être badigeonnées quand le village est devenu protestant vers 1560. La peinture a été remise au jour seulement en 1955 et le logis Renaissance avec sa tour d'escalier a été inscrit au titre des monuments historiques le 13 janvier 2000. La fresque peinte sur la cheminée témoigne d'une composition réfléchie, organisée en deux groupes. Donc d'une part la Sainte Famille avec Joseph, Marie, l'Enfant Jésus et Melchior agenouillés devant, et d'autre part Gaspard et Balthazar conversant à l'arrière-plan. La palette est limitée à 3 tons. On observe des éléments très aboutis, notamment le visage de Joseph, ainsi que celui de Melchior, qui témoigne d'une grande force et d'une grande maîtrise et qui ont été mis en relation avec des dessins de Léonard de Vinci. Mais en même temps, la facture et la composition est parfois maladroite, des problèmes dans la perspective et les proportions des personnages, ainsi que des ombres portées qui ne sont pas toujours bien présentes. Léon Pressuire écrivait dans son article « Le contraste est flagrant entre des morceaux d'une grande virtuosité et des passages d'une insigne maladresse ». Il attribue cela à un peintre de seconde main et on peut penser que ce dernier a utilisé des modèles gravés. On ne sait pas qui a commandé cette fresque ni qui l'a réalisée. On peut se demander s'il s'agit d'un peintre français très influencé par les modèles italiens ou d'un artiste italien connaissant l'œuvre de Vinci. La région d'Agen est une région qui a subi l'influence des évêques et des cardinaux italiens émigrés, installés dans le pays avec leur suite d'artistes. De 1478 à 1586, on compte seulement un Français titulaire de l'évêché d'Agen. Il a été proposé d'attribuer la commande à Matteo Bandello, évêque d'Agen, écrivain, organisateur de fêtes et admirateur de Vinci. Mais pour la date, il s'agirait plutôt du règne épiscopal de Marc-Antoine de la Rovere, évêque entre 1519 et 1538. Il semble en tout cas que la commande puisse être rapprochée d'un prélat, ce qui expliquerait encore une fois la présence dans un monument a priori laïque d'une peinture à iconographie biblique. Nous faisons maintenant un pas vers le début du XVIIe avec cette cheminée datée des environs de 1600. La date de 1606 apparaît sur un élément de la façade du logis, d'où la datation approximative du décor. La cheminée n'est ni inscrite ni classée au monument historique, mais a été recensée par Christine Toulier pour le compte de l'inventaire général. Cette cheminée se situe au rez-de-chaussée et représente le sacrifice d'Isaac. Un quatrain est inscrit sur la base de l'autel. Donc je vous ai mis un zoom ici, où est placé Isaac. Donc je n'ai pas pu me rendre dans le logis, mais la fiche de l'inventaire retranscrit l'inscription. On y lit donc « Abraham veut son cher enfant immolé pour accomplir de que Dieu lui ordonne, mais sur le point qu'il le veut décoller, l'ange de Dieu ne lui abandonne. » Genèse 22. Cette inscription rappelle immédiatement les quatrains historiques de la Bible publiés à Lyon par Claude Paradin en 1555 et illustrés par Bernard Salomon. On retrouve en effet le texte presque exactement retranscrit. Donc je vous ai mis ici donc, le texte tiré des quatrains et en haut le texte qui se trouve sur la cheminée. Ainsi que plusieurs éléments de la composition de Bernard Salomon, avec par exemple ce vase qui brûle et qui fume sur le bord gauche de la cheminée. De manière intéressante, les scènes peintes dans le studiolo du château du Lude, donc dans la même commune, s'inspirent également des gravures des quatrains historiques.
Donc je mets ici l'exemple de la scène représentant l'Arche de Noé, et on peut imaginer que l'artiste du logis de la Miséricorde ait eu connaissance de cette autre réalisation dans la même commune. Le commanditaire de ce grand logis est inconnu. Il s'agissait, semble-t-il, initialement d'une maison particulière d'un certain Sieur du Chaumineau. Un document d'archives mentionné par la fiche d'inventaire indique qu'en 1637, Charles Prud'homme, Sieur du Chaumineau et Charlotte de Villers vendent 12 000 livres, je cite, la maison qui sert de communauté aux Dames de la Miséricorde. Encore une fois, il est probable que cette cheminée présentant une scène de l'Ancien Testament soit due à l'affectation du bâtiment à un usage religieux. Et le dernier exemple que j'ai choisi de présenter est composé non pas d'une mais de 2 cheminées. Il s'agit de 2 cheminées peintes avec des scènes de l'histoire de Tobie, présentes dans le château de Solsac dans l'Aveyron et réalisées vers 1610-12. Encore une fois, ces cheminées ne sont pas inscrites ni classées aux monuments historiques. Elles ont été recensées par l'inventaire général et étudiées par Julie Lourgan. Une cheminée sculptée, probablement rapportée, se trouve également dans le château. Donc vous pouvez la voir ici sur cette diapositive, mais je ne reviendrai pas dessus. 3 prix faits réalisés entre 1610 et 1612 renseignent précisément sur la date de l'édification du château de Solsac ainsi que sur le commanditaire. Il s'agit de Guillaume de Manot, chanoine de la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Cet exemple montre encore une fois le type de commanditaire particulier à l'origine de ces décors bibliques sur les cheminées. Le choix de l'histoire de Tobie est d'autant plus marquant qu'il fait écho à la réaffirmation du culte des anges gardiens au XVIe siècle par François d'Estaing, évêque de Rodez. La première cheminée se trouve dans la grande salle du premier étage. Les tables en pierre colorée renforcent le caractère monumental de cette cheminée. La composition représente les premiers épisodes de l'histoire de Tobie avec au premier plan la capture du poisson. Et j'ai pu retrouver la gravure qui a servi de modèle. Il s'agit d'une composition de Marten van Heemskerk, peintre des Pays-Bas du XVIe siècle. Et donc, même si c'est très, très abîmé, on retrouve donc au premier plan le groupe avec l'ange et Tobie qui capture le poisson. Là, l'ange et Tobie qui enlèvent le cœur et le foie du poisson. Et à l'arrière-plan, on retrouve les 2 petits personnages qui sont aussi ici sur la gravure. Dans l'antichambre, la fin de l'histoire est représentée. Tobie rentre chez lui accompagné par l'ange et il est en train de mettre le fiel du poisson dans les yeux de son père pour le guérir de sa cécité. Donc ici, vous voyez Tobie qui est penché sur le personnage. Il ne semble pas y avoir de gravure à associer à cette composition et le style apparaît plus affirmé et diffère de celui de la première cheminée, malgré le mauvais état de la peinture qui ne permet pas non plus de bien évaluer la composition. La figure de l'ange, qui est assez bien préservée, reste toutefois, je pense, un très beau morceau de peinture, tout en finesse, notamment avec les ailes de l'ange. Donc, pour conclure, ces cheminées témoignent de l'importance accordée à cet élément architectural au XVIe siècle. Il s'agit souvent du seul élément de décor peint qui nous est parvenu dans ces édifices. Le choix de représenter des scènes religieuses n'est pas le choix le plus courant et cela permet de faire émerger un type particulier de commanditaire, celui des chanoines, prévôts, évêques et des ordres religieux. Les exemples que j'ai présentés illustrent aussi de manière claire, et c'est un des points qui motive, je crois, la création de ce recensement, l'existence de sources d'influence très variées dans la peinture française du XVIe siècle, que ce soit des sources italiennes, flamandes, hollandaises, françaises, lyonnaises dans ce cas-là, avec les gravures de Bernard Salomon. Et enfin, je souhaite souligner l'importance du travail de l'inventaire en région qui m'a permis de prendre connaissance de ces décors qui sont pour moitié non inscrits et non classés aux monuments historiques. Je vous remercie. S'il y a des questions, c'est le moment. Ou des réactions.
évidemment exactement comme lors de la dernière table ronde en 2024 où il y avait eu aussi une présentation de cheminées peintes, celle du château de Chareil et d'autres exemples. On mesure la difficulté de l'enquête parce qu'on se heurte à des problèmes de conservation et d'état de conservation absolument épouvantables, mais peut-être qu'il faut justement en conclure que c'est urgent de faire ce travail. C'est pas facile de faire le commentaire de ce genre d'œuvre, c'est sûr que c'est... C'est toutes les techniques, de tous les styles, dans tous les états de conservation, c'est ça le recensement. Juste que je recherche quelque chose qui est reproduit tel quel, qui combine déjà les sources. Ah, Paul. Il faut bien que quelqu'un brise la glace, mais j'aurais une suiveuse ou un suiveur, j'espère. Très ponctuellement, Cécile, une petite idée pour l'iconographie du beau tableau de Nicolas Dell'Abate du Louvre, potentiellement donc une Artémise ou une Pandore. Ça pourrait aussi être une Psyché qui reçoit le... Oui, il y a eu aussi l'hypothèse d'une sophonisme. Hein. Pardon ? Il y a eu aussi l'hypothèse d'une sophonisme devant ce tableau. Oui. Non, moi je pense au cadeau fatal de Vénus, n'est-ce pas ? Oui. Et le contexte palatial, bon, évidemment, la beauté du modèle pourrait l'inciter, mais c'est jamais qu'une hypothèse. Hein. Il n'y a aucune évidence documentaire, si j'ai bien compris. Il n'y a aucune évidence documentaire. Il y a peut-être un argument maintenant qui va dans le sens d'Artémise en jouant sur l'ambiguïté d'Artémise comme Diane, dans la mesure où, j'ai pas eu le temps d'insister, mais la figure porte une coiffure avec un diadème avec un delta et 3 besants qui fait très très fort penser à ce qu'on trouve sur la Diane d'Annette, la sculpture qui est au département des sculptures au Louvre, et je me suis demandé si le tableau n'avait pas un petit rapport avec Annette. Alors, le seul problème pour Artémise, c'est qu'elle est censée quand même boire les cendres. Oui, c'est pas la même Artémise. Donc ça doit être... On est d'accord, c'est pas la même Artémise que la Diane, mais... Oui, c'est ça. Donc l'Artémise, pour être une Artémise, donc elle devrait pouvoir boire les cendres de son mari. Donc il me semble que c'est assez impropre à recevoir c'est vraiment une iconographie qu'on a beaucoup, qu'on a chez Caron, qu'on a dans la tenture d'Artémise. Mais l'objet... Oui, mais alors ça, c'est le problème. Elles sont une Pandore aussi. Est-ce qu'elle l'ouvre, est-ce qu'elle la ferme ? Oui. C'est le problème des gens qui montent ou qui descendent à cheval. Mais dans la source appelée pour Psyché, elle hésite à ouvrir. Hein. Elle sait que c'est... Donc, je crois qu'en général, mais bon, voilà. Non, c'est une vaste question iconographique. Une volonté de l'artiste de laisser ça de manière beaucoup plus générique. C'est possible. Ça, voilà. Merci. Je vois Aurélia, j'ai omis, non, c'est pas que je veuille vous faire parler, c'est le vitrail qui me fait penser à ça. Aurélia fait lentement mais sûrement le catalogue des verrières parisiennes encore en place dans les églises de Paris, les verrières du XVIe siècle. Et elle n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer une communication cette fois-ci, mais il y aura encore une autre table ronde où vous pourrez montrer des exemples. On est quand même plusieurs, on commence à constituer un vrai petit groupe à travailler sur cette besogne énorme. Corentin, oui. En un mot, pour rebondir sur ce que Paul vient de dire, je reprenais la photo sur le site du Louvre. À l'arrière-plan, il y a 2 femmes qui arrivent. Oui, on rejoint un peu l'hypothèse de Paul, puisque Psyché reçoit la visite de ses 2 sœurs. Donc, pour alimenter le moulin de Paul dans cette hypothèse... Il y a 2 silhouettes, je ne suis pas sûre que...
Elle a 2 sœurs et à l'arrière-plan, on voit deux femmes qui arrivent. Donc ça peut être un élément... Ça peut. Après, c'est un motif pictural très très primaticien, de 2 silhouettes derrière dans le fond, mais exact. C'est 2 miettes de pain qui peuvent être interprétées de multiples manières. C'est intéressant parce qu'on n'avait pas imaginé ce sujet de Psyché. On l'a pas. Il y a eu 3 hypothèses. Le tableau, les mentions les plus anciennes parlent d'un tableau comme d'une Pandore. Ensuite, Nello Forti-Gratini l'a publié comme une sophonisme quand le tableau est réapparu. Et puis, nous l'avons acheté comme une Pandore, et en travaillant dessus, j'ai plutôt imaginé une Artémis. Je me suis posé cette question à cause du delta sur la... Mais ça ne... le delta, non, pas. De toute manière, ça n'est pas un portrait d'Yann de Poitiers, mais Il y a quand même la question de la couronne qui a joué dans l'identification. Il y a la question de la couronne qui joue dans l'identification, en fait, puisque il y a quand même le diadème, et Cécile, dans l'étude que vous aviez menée, il y avait aussi ça pour essayer de potentiellement discriminer et donc choisir des figures plutôt de reines que des figures mythologiques. Je remercie de votre intervention, mais quand on a décidé que c'est quelque chose, on peut toujours essayer de faire rentrer dans le moule. Psyché a été couverte de bijoux par l'amour, n'est-ce pas, véritablement couverte, ce qui a suscité précisément la jalousie des deux fameuses sœurs. Oui. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'évidence documentaire... Il n'y a pas d'évidence, pour l'instant, en tout cas. On peut y rester jusqu'à minuit, très volontiers. Oui, mais c'est la polysémie de la peinture, effectivement. Voilà, donc de mon point de vue, pour ce qui est de la peinture, puisque on n'a même pas dit que tout ça se situait dans une... On procède de manière géographique et sur l'Île-de-France, et donc le style parisien d'un côté, le style Bellifontain de l'autre, pour schématiser vraiment des tendances de l'art français du XVIe siècle. Je vais, moi, poursuivre du côté Primatis, en faisant rejoindre sur les décors de Fontainebleau Niccolò et Primatis, en insérant ce qu'il en reste, et puis les quelques tableaux connus de Primatis et les quelques tableaux qui nous sont des copies mais qui documentent les décors perdus, en particulier de la galerie d'Ulysse. J'espère que je parlerai de ça en novembre, à moins qu'autre chose ne surgisse entre-temps. Voilà, merci de votre attention. Oui, voilà, à suivre. Merci.